Bonjour à toutes et à tous, et également, puisque vous êtes très nombreux dans la salle, je vais dire à peu près, on a prévu une cinquantaine de participants, mais également, je sais que sont avec nous environ une centaine d'auditeurs que l'on peut qualifier de web auditeurs, en tout cas, qui nous entendent, en tout cas, et qui vont suivre ces débats avec beaucoup d'intérêt. Je vous accueille presque à double titre, puisque je vais excuser en premier lieu le président Lionel Canesi, qui est le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, et le lieu dans lequel on se trouve est l'auditorium et donc les locaux de ce Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Donc je leur remercie également à ce titre. Mais moi-même, je vous accueille en tant que président de l'association Experts comptables mandat public. Et je le fais avec un grand plaisir parce qu'on est en partenariat aujourd'hui, comme on l'était quasiment il y a un an, Denis, avec l'Observatoire de la vie politique et parlementaire et le comité Carnot, pour commenter ou en tout cas analyser avec beaucoup d'attention les lendemains d'élections qui l'an dernier étaient des élections locales, régionales et départementales, et qui cette année sont des élections nationales, présidentielles bien sûr, mais également législatives. Donc je vous rassure, ce n'est pas moi qui lancerai en tout cas le débat et les analyses sur ce thème. Je voudrais simplement, à titre d'accueil, bien sûr, remercier encore une fois de plus Denis Pouillard de nous avoir permis d'avoir une tribune éloquente. Et quand je dis une tribune, ça sera même deux tribunes, puisque nous aurons deux temps dans ce colloque, avec, je le rassure et je le dis particulièrement à ceux qui nous écoutent à distance, une pause qui sera assez courte mais suffisamment longue pour pouvoir prendre un peu de restauration, si on peut dire, ou en tout cas de prendre un peu de temps, mais un quart d'heure qui nous permettront de souffler un peu, mais surtout rester en ligne, parce que autant la première table ronde sera forcément passionnante, autant la deuxième le sera autant, et donc je pense que vous serez nombreux également à assister à ce deuxième temps du colloque. Dire également que autant en tant qu'expert comptable mandat public, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est à la fois des experts comptables et à la fois porteurs de mandat public. C'est mon cas, mais c'est le cas d'environ 400 membres de cette association, 400 membres directs ou sympathisants, et qui, quelque part, quand on dit mandat public, c'est pas forcément que des mandats territoriaux ou politiques, ça peut être aussi des mandats de tribunaux, de commerce ou de tribunaux prud'homaux, mais également des chambres consulaires, je pense notamment aux chambres de commerce. Mais dans ce cadre de l'association, on a cette habitude de se retrouver, de se rencontrer, de nouer ces partenariats. Et bien sûr, dans le cadre de nos mandats, alors là, je reviens au mandat politique, on est forcément questionné, intéressé à plusieurs titres, mais également en tant qu'expert comptable, j'allais dire citoyen. Je pense, puisqu'à mes côtés, une sénatrice, nous avons également deux experts comptables sénateurs et quatre experts comptables parlementaires, Assemblée nationale, députés. Donc on est impliqué et c'est d'autant plus pour cela qu'on a le plaisir de vous accueillir une année de plus, si on peut dire, et en tout cas de nouer ce partenariat que j'espère en tout cas se prolonger dans les années qui viennent. Denis, je vous laisse la parole et vous laisse le soin maintenant. Je vous confie en quelque sorte cette tribune pour permettre ce débat. Merci en tout cas. Merci Marc. Merci Marc. Voilà. Vous faisiez allusion à des députés. Il y a une suppléante d'un député, l'un des députés experts comptables d'ailleurs. Bon. Voilà. Je vais faire une introduction avant de lancer le débat proprement dit pour un peu replacer les choses depuis le mois de juin, de ce qui s'est passé, les élections, les temps morts également. Il y en a. Je pense aussi que septembre fait partie des temps morts. J'interviewerai tout à l'heure Benjamin Morel sur ces distances qu'il y a eu effectivement au mois de juin, au lendemain des présidentielles. Et puis,
cette situation dans laquelle aussi nous nous trouvons à l'heure actuelle. Mais avant d'aborder ce sujet, je voudrais faire rappeler un peu, et sans rentrer dans le détail ni dans l'anecdote, depuis le mois de juin, ces élections législatives, je ne vais pas revenir sur les chiffres, bien évidemment, il y a quand même une caractéristique classique au demeurant, qui s'est déjà produite à peu près à tous les grands moments historiques de la Ve République, c'est le refus de la dissidence. On n'a pas suffisamment insisté là-dessus depuis les élections. Or, il se trouve que dans la recomposition des partis politiques aujourd'hui, dans les mouvances qu'il y a, la création de clubs divers, et notamment à gauche particulièrement, euh, on doit observer ce phénomène du mois de juin où, du côté de la droite, les dissidences n'ont pas abouti, du côté de la gauche non plus, à l'exception de 6 d'entre eux qui ont pu émerger, encore qu'ils avaient aussi l'étiquette, ces gens-là, au départ, en tout cas vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, ils avaient l'étiquette NUPES. Je signale ça simplement et très rapidement. Je voudrais faire quand même non pas une allusion, mais une observation sur cette représentativité à l'heure actuelle de l'Assemblée nationale. Je ne mets pas en doute une représentativité, c'est la légitimité des urnes, ça va de soi. Sauf que c'est une première dans l'histoire de la Ve République, c'est même une première dans l'histoire de la République. Nous nous trouvons avec 325 députés, c'est jamais arrivé, 347 exactement, qui sont en dessous du seuil des 25% d'inscrits. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la République. C'est un point important parce que ça rejoint non pas la notion de légitimité, parce que je ne veux pas rentrer dans le débat de la légitimité telle qu'elle était entendue également par Gérard Larcher, donc arrêtons, posons des limites à ce niveau, mais il y a effectivement une problématique aujourd'hui qui se pose, une sorte, j'allais dire, de prise de conscience de cette non-représentativité, pour ne pas dire représentativité alors, de non-représentativité vis-à-vis notamment de classes populaires, parce que cette notion vis-à-vis des inscrits de 347 députés qui sont non pas hors sol, ils ont été élus, c'est la légitimité du suffrage exprimé, mais représentatifs. Que représente-t-il en fin de compte? Si demain il y avait des élections, c'est ça que je veux dire, de nouvelles élections, que feraient ces électeurs qui n'ont pas voté pour eux au deuxième tour, au premier et au deuxième tour des élections? Où sont-ils ces électeurs? D'ailleurs, je poserai aux uns et aux autres la même question. Et donc c'est important. Et quand je regarde l'électorat de gauche, ou la représentativité de gauche, c'est-à-dire les gens tous les députés de la NUPES, il n'y en a qu'un seul, un seul, qui a atteint le seuil des 30%, qui le dépasse d'un iota. L'ensemble j'ai calculé, il y a 81 députés. 81 députés, c'est beaucoup. 81 députés qui ont moins de 25% au sein de la NUPES. Donc, là aussi, il y a une réflexion qu'il faut conduire et une interrogation sur l'avenir. Et quand je dis toute la NUPES, c'est Parti socialiste, le groupe socialiste inclus. Cette statistique versée à notre débat conduit aussi à une observation, à un retour que moi je n'avais pas connu, en tout cas depuis les années 70. C'est une observation à l'Assemblée nationale, en suivant à la fois les débats et en étant également présent à certaines commissions, 3 d'entre elles en tout cas, d'un retour profond de l'idéologie dans le débat parlementaire. Certains se félicitent que le Parlement soit de nouveau au centre des débats. Moi, je veux bien, je suis beaucoup plus pessimiste que ça. Je pense que l'expérience du mois de juillet nous montre que c'est plutôt l'idéologie qui l'emporte sur le débat proprement dit. Certes,
les débats techniques sont ardus et l'opinion est souvent à l'écart de ce débat. Alors, la retransmission des débats télévisés fait que plutôt la retransmission des débats de l'Assemblée nationale font que il y a une animation effectivement et en même temps tout ce qui est anecdotique, une certaine arrogance, une certaine intolérance qui s'est installée, pour l'instant en tout cas. C'est l'observation du mois de juillet. C'est en tout cas ce que le vocabulaire même a changé. Je ne parle pas des invectives de droite à gauche de l'hémicycle, mais ces injonctions qui sont faites par un groupe, en tout cas particulier, ou deux groupes particuliers, alimentent effectivement une vue un peu courte, à mon avis, de ce qui s'est passé en juillet. Les choses peuvent changer, mais je ne le crois pas parce que je m'attends à des débats beaucoup plus ardus encore au moment, dans quelques semaines, au moment du vote du budget. Il y a également, au cours du mois de juillet, ce sera ma dernière observation, une fragilité du gouvernement. On se félicite qu'une loi soit votée, bien sûr. Elles ont toutes été votées. C'est évident. Dans quelles conditions? Il faut regarder ce qui s'est passé en séance, ce qui s'est passé au cours de votes d'amendements, au cours de votes d'articles. Et 6 ou 7 fois, le gouvernement a été mis en minorité. Il a été mis en minorité également, c'est important, peut-être pour l'avenir également, dans les nominations à des organismes, extra-parlementaires. Ce n'était quasiment jamais arrivé que l'on ait, et là, effectivement, l'Assemblée nationale et le Sénat, sans atteindre le seuil des 3/5 constitutionnels pour la validation des élections, des nominations au Conseil, dans les organismes extra-parlementaires ou les AAI, les autorités administratives indépendantes, mais ça n'était jamais arrivé. Et donc là aussi, fragilité du gouvernement. Voilà ce que je voulais dire en introduction et permettre en même temps sur ces observations à vous autres de répondre. Je l'ai fait un peu de manière, j'allais dire, un peu vindicative, effectivement, pour lancer le débat en même temps. Et je commence par Benjamin Morel, parce que je crois qu'il y a un problème d'horaire. Pardon? Bon, mais il y en a d'autres aussi, des intervenants qui veulent... Alors, je vous demanderai aux uns et aux autres aussi de faire pour qu'il y ait une interactivité importante entre vous d'ailleurs, de faire des observations courtes et plusieurs observations courtes pour permettre d'enrichir nos entretiens. Benjamin Morel, alors, une chose que je voulais vous dire aussi, parce que on n'a pas suffisamment insisté, c'est vrai que la composition socio-professionnelle de l'Assemblée a changé. C'est une chose importante. Peu importe que savoir si d'où ces gens-là viennent ou sont installés à l'heure actuelle, sur quel banc ils sont installés, il y a, ce n'est jamais arrivé jusqu'à présent, une profonde transformation de la représentativité, je me dis bien, socio-professionnelle. Il y a aussi une phrase qui a été prononcée, qui pour moi est importante parce qu'elle n'a jamais été prononcée. J'ai jeté un coup d'œil quand même dans les archives. Et ça, ce jour-là, quasiment toute l'Assemblée nationale qui était bien réunie, qui était présente, les gens ont plongé le regard sur leur pupitre. Et effectivement, une députée du Val-de-Marne a prononcé cette phrase intéressante qui s'adressait à ses propres collègues, qui a déjà touché 800 ou 900 euros par mois ici. Voilà un langage nouveau, c'est quelque chose de nouveau que l'on n'entendait pas jusqu'à présent sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je n'apporte pas une connotation politique spécifique à cette phrase. Simplement,
elle rentre dans le débat, notre débat d'actualité, nos sensibilités à l'heure actuelle, et en montrant que à côté de la représentation parlementaire, il y a effectivement cette présence de l'opinion, cette pression de l'opinion dont il faut tenir compte, et ce sera d'ailleurs sur le thème du consensus, sur le thème du fonctionnement, le chemin, un peu le fil directeur de notre débat. Benjamin Morel, je décris une assemblée incertaine, un président qui est sur la défensive, un président offensif au demeurant, mais qui est quand même sur la défensive, des corps intermédiaires hésitants, et en quelque sorte, on a l'impression qu'on est dans un état de veille. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, dans un état de veille, et on ne sait pas très bien ce qui va se passer le lendemain. Voilà, donc on cherche l'étape suivante, et je voudrais, de ce côté-là, au niveau de la sociologie politique, Benjamin, que nous réfléchissions précisément aussi sur ces temps morts dont je parlais tout à l'heure, les temps morts du mois de juin, du président qui n'agit pas, qui ne fait rien, qui attend pour nommer un Premier ministre, etc. Et puis ce temps mort que nous connaissons à l'heure actuelle, où septembre, tout le monde attend octobre, quoi. Donc on attend l'étape suivante. C'est un peu ce problème. Voilà. Donc, est-ce que l'exécutif également se trouve devant les mêmes incertitudes que l'opinion, c'est-à-dire incertitude de l'exécutif devant ce qui va se passer au niveau international, incertitude de l'exécutif devant ce qui va se passer, bien évidemment, au niveau économique et social, au niveau de la santé, au niveau des incertitudes climatiques également. Bon, voilà, j'attends une première réponse, Benjamin, à ces observations. Alors, si je vous entends bien, personne ne sait ce qui va se passer, donc vous me demandez tout de même de tirer quelques hypothèses. Exactement, tout à fait. Je vais tenter de poser quelques éléments d'analyse, essayer de voir en tout cas pourquoi est-ce que justement on a aujourd'hui du mal à se positionner dans cette nouvelle situation politique. Mais avant, je voulais vous remercier évidemment pour cette invitation, vous remercier à tous également de vous intéresser à cette actualité parlementaire qui aujourd'hui devient extrêmement incertaine, extrêmement également intéressante, parce que même si en effet, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, les idéologies sont également de retour, au moins sous un aspect plus superficiel, mais on pourrait peut-être y revenir. En tout cas, malgré tout, le débat parlementaire aujourd'hui devient un élément beaucoup plus central qu'il n'a pu l'être ces dernières années dans notre vie politique. Et donc, le Parlement, de facto, revient au centre du jeu. Alors ensuite, pourquoi cet effet d'attente ? Vous y avez en partie répondu, cher Denis, c'est-à-dire qu'il y a en effet des incertitudes qui sont économiques, sociales, politiques. Les incertitudes économiques et sociales, je ne suis pas économiste et donc je me garderai bien d'aller beaucoup plus loin sur ce terrain-là. Vous les connaissez, elles sont assez débattues et évidemment, elles peuvent conduire également à un certain nombre d'incertitudes sociales qui rentrent au diapason d'une attitude et d'une action des parlementaires. Je rappellerai que tous les phénomènes d'obstruction qui ont réellement fonctionné dans notre histoire politique sous la Ve articulaient toujours d'un côté une capacité de l'opposition à faire obstruction, à bloquer le débat parlementaire, mais pas pour bloquer à dessein de laisser monter la mayonnaise dans la rue pour ensuite entretenir une situation de déstabilisation sociale qui entraîne une forme de clivage au sein de la majorité. L'idée, c'est que la mayonnaise monte tellement dans la rue face au blocage parlementaire que tout d'un coup, le gouvernement chancelle et ne soit plus tout à fait certain de doit-il continuer, ne doit-il pas continuer, avec en règle générale des tensions au sein de la majorité entre les clans. Souvenez-vous, la loi Savary dans les années 80 entre les différentes tensions au sein de la gauche. Souvenez-vous, le CPE et la guerre Villepin-Sarkozy à l'époque. On est dans des moments politiques qui permettent d'articuler obstruction parlementaire, division de la majorité et mayonnaise qui monte dans la rue. Je crois qu'une fois que vous avez ça un peu à l'esprit, vous comprenez les difficultés potentielles d'une majorité dans laquelle la cohésion va être probablement l'un des grands enjeux du prochain quinquennat, pour un tas de motifs sur lesquels
On pourrait revenir, président qui ne peut pas se représenter, tension idéologique au sein de cette majorité, fragilité pour certains députés qui étaient élus dans des fiefs plutôt du centre-gauche en 2017, qui sont devenus en 2022 des sièges éjectables. Donc tout ça fait qu'on peut avoir des éléments de tension, fait qu'on a un nouveau personnel politique, pas seulement parce que, du point de vue sociologique, de leur caractéristiques sociologiques, ils changent, mais également parce que ce ne sont plus tout à fait les mêmes formations politiques. Parce que la précarité du métier politique est beaucoup plus grande. Fin du cumul des mandats, fin du cursus honorum, ou en tout cas fragilisation du cursus honorum au sein du parti. Un parti, qu'est-ce que c'est sociologiquement, j'ai dit, c'est quelque chose qui va vous chercher à la sortie du lycée. On vous forme dans les organisations de jeunesse, les jeunesses communistes, les jeunesses socialistes, les jeunesses populaires, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous devenez élu local, vous montez, vous devenez député, vous devenez ministre. Le cursus honorum est tracé. Il y a une forme de sécurité via le cumul des mandats. Ça, c'est en grande partie terminé. Pas tout à fait, c'est en grande partie terminé ce type de cursus. Et donc on a un nouveau personnel politique pour lequel, à la fois l'incertitude de la non-réélection est à la fois plus grande parce que ça signifie beaucoup plus facilement une sortie de la vie politique, et en même temps moins grande parce que souvent, justement, ils viennent d'ailleurs ou ils préparent l'ailleurs. Donc tout ça fait que l'instabilité de la majorité va être un enjeu au sein de ce quinquennat. Évidemment, de l'autre côté, sur le côté obstruction, on peut revenir sur des dispositifs de droit parlementaire. Les grands moments de l'obstruction parlementaire, aujourd'hui, ne seraient plus tout à fait possibles, parce que le droit parlementaire a fondamentalement changé ces dernières années. Les réformes depuis les années 80 ont, dans leur majeure partie, pour but de juguler l'obstruction. Mais malgré tout, on voit actuellement, avec l'attitude de la NUP, etc., qu'il y a justement cette volonté de répondre. Donc voilà, je crois qu'il faut bien avoir ça en tête si on veut comprendre la communication potentielle entre incertitude sociale et incertitude politique. Majorité qui ne sait pas exactement de quoi demain sera fait, avec un autre élément, désolé d'escalier, je rebondis sur des choses que j'aurais peut-être dû vous dire avant pour l'ordre de l'exposé. Mais vous disiez tout à l'heure, le gouvernement a perdu sur des articles, sur des amendements. C'est pas si nouveau. Prenez PPL, prenez la PPL handicap avant le premier confinement. Vous avez un gouvernement qui est battu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on s'est focalisé à partir du mois de juin sur le chiffre magique de 289. Si vous avez 289 députés, miracle, vous avez la majorité absolue. Avoir 289 députés sur le papier, ça ne sert pas à grand-chose. Éventuellement un peu pour les motions de censure, mais pour la gestion quotidienne du processus législatif, ça ne sert pas à grand-chose. L'important, c'est d'avoir toujours la majorité en séance et en commission. S'il y a 10 députés qui siègent, il faut que vous en ayez 6. Si vous en avez 289 sur le papier, mais que ce jour-là, vous en avez 4, vous êtes battu. On peut demander des secondes délibérations. Le droit parlementaire a plein d'astuces pour arriver à justement faire que l'échec ne soit peut-être que temporaire. Néanmoins, si ça devient structurel, c'est embêtant. C'est embêtant et ça peut être lié à une partie de votre majorité qui décide que l'herbe est plus verte ailleurs. 40 députés perdus pour l'actuelle ancienne majorité entre 2017 et 2022. Mais ça peut être également parce que vous avez des députés qui décident de ne pas être présents, parce que leur engagement politique est minime, parce que cette réforme-là, ils ne sont pas capables de l'assumer, et donc pourquoi pas rester chez soi. Et donc, ces phénomènes, qui peuvent être des phénomènes moins médiatiques que le départ d'une grande figure politique, une scission au sein d'un groupe, peuvent avoir une influence profonde sur le jeu parlementaire. Donc, on a en effet cette incertitude parlementaire qui devient une incertitude profonde et qui peut répondre à l'incertitude économique et sociale que vous évoquiez. Dernier point, parce que vous m'avez demandé de ne pas être trop long, j'ai bien cette nécessité en tête, je sais que j'ai tendance à l'être. Vous avez évidemment également une incertitude de l'exécutif par rapport à la politique à mener. C'est-à-dire qu'on paye en contre-coup, je ne vais pas dire une absence de campagne présidentielle, parce qu'évidemment ce serait actuellement faux, mais en tout cas une campagne présidentielle relativement discrète. La légitimité inhérente à l'élection, et j'emploie bien le terme de légitimité, Gérard Larcher a été assez mal compris et probablement
il y avait de la part des gens qui l'ont critiqué une certaine dose d'hypocrisie et d'attaque politicienne, mais l'idée, grosso modo, que d'un point de vue juridique, que l'élection conditionne la légitimité, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça ne conditionne pas forcément l'adhésion. C'est pas parce que quelqu'un a été légalement élu que j'adhère à sa politique. Euh, Si vous prenez un certain nombre d'études comparatives qui sont notamment parues sur la comparaison France-Allemagne, pourquoi est-ce que vous avez un consensus politique plus grand en Allemagne? Parce qu'en réalité, eu égard au mode de scrutin ou eu égard au système des grandes coalitions, qu'on peut peut-être critiquer par ailleurs, en fait, quand vous avez une coalition SPD-CSU-CSU qui porte Angela Merkel, vous avez environ un Allemand sur deux qui a voté pour. Et donc, qui, moralement, s'est dit, je mets un bulletin SPD-CSU, et donc je me sens un peu représenté, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est un compromis, mais au moins, je suis engagé par la chose. Vous rappeliez tout à l'heure les chiffres d'abstention. Lorsque vous avez des électeurs qui soit ne votent pas, soit votent pour d'autres formations politiques, le premier regard est forcément critique. Et même si légalement, il n'y a aucun problème, aucun souci de légitimité, l'adhésion est forcément beaucoup plus faible et beaucoup plus fragile. Lorsque vous avez une élection qui passe un peu sous les radars, une élection, c'est pas politicien ce que je vais dire, mais un peu par défaut, c'est-à-dire au vu d'une situation politique qui grosso modo ne semble pas faire émerger d'alternatives crédibles, au moins pour les électeurs, le risque c'est lorsque vous arrivez avec une réforme, et bien cette réforme, on ne vous fait pas crédit de la légitimité de votre élection pour dire, on fait confiance et on accepte. D'où tension potentielle, d'où crise potentielle. D'où l'idée aussi du CNR, qui émerge pas avant les présidentielles, qui émerge entre les présidentielles et les législatives. C'est une façon en fait de mobiliser les corps intermédiaires pour arriver à discuter en amont les réformes et à la fois pour rendre ces réformes plus légitimes et pour engager ces corps intermédiaires dans le processus de réforme. Évidemment, la problématique là-dessus est double. La première problématique, c'est qu'une fois que vous avez dit ça, ça implique que vos corps intermédiaires soient un minimum représentatifs. Problème de représentativité syndicale. Quand vous regardez la composition des différentes associations, il n'y a pas plus aristocratique en termes de composition sociale que celle des associations. Les collectivités territoriales, merveilleux, mais au vu des derniers taux d'abstention, au vu de la surreprésentation de l'électorat âgé et centriste aux élections locales, c'est un peu le centre qui parle au centre, si vous voulez, si je veux être très caricatural. Donc, difficile de voir dans une structure type CNR quelque chose qui vraiment aille chercher au fond du pays ce qui pourrait être une forme de consensus qui irriguerait l'ensemble du peuple français. La deuxième difficulté, évidemment, c'est que sur le papier, si vous pensez que vous allez avoir une majorité absolue pour acter ce que vous avez décidé au sein du CNR, c'est merveilleux. Dès le moment où le CNR ne met pas un point au débat et vous devez trouver une majorité à l'Assemblée nationale, ou qui plus est, le groupe dont vous avez besoin s'appelle les Républicains et ce n'est pas le plus favorable à la démarche du CNR, comment on puisse dire, dès le moment où vous allez probablement avoir besoin également pour éviter tout problème en CMP où les Républicains ont plus de parlementaires que vous, de l'aval du Sénat, ce qui devient un instrument pas tout à fait idiot malgré tout, devient un instrument qui peut vous poser plus de problèmes que de vous apporter de solutions. Donc voilà, on est dans cette situation de flottement où la situation parlementaire m'apparaît fondamentalement instable, plus d'ailleurs en lien avec les divisions potentielles de la majorité demain ou les déperditions potentielles, les députés qui ne viendraient pas voter que eu égard à l'action de l'opposition. Encore une fois, on a les instruments en termes de jugulation de l'obstruction parlementaire et on se concentre évidemment sur la séance publique, mais d'autres vous le diront, le vrai travail, il est fait en commission. Et les jeux de manche en séance publique, c'est théâtral fondamentalement. Si vous voulez vous amuser et comprendre que, grosso modo, tout ne va pas à volo, je vous invite à regarder les débats en 2002 sur l'évolution, je crois, du statut de DFE, peut-être une bêtise, très très drôle. Vous avez les membres du groupe UMP à l'époque qui arrivent avec des maillots de rugby, montrer qu'ils vont lutter, mais la cravate étant réglementaire, ils portent une cravate.
sur le maillot de rugby. Vous avez d'autres membres du groupe UMP qui viennent avec des tortues et qui se trimballent dans l'hémicycle avec leurs tortues. Vous avez la gauche qui chante l'international à tue-tête. Et vous avez parfois la Marseillaise qui y répond. Prenez certains extraits de ces débats, c'est du UNESCO. Mais c'est le jeu. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est le jeu. Et que grosso modo, eh bien, ce jeu-là, il a une visée théâtrale et que c'est le rôle de la séance publique. Il y a peut-être, et je m'arrêterai là parce que sinon ensuite je pars en digression, mais il y a peut-être une différence tout de même par rapport à cette époque, c'est qu'à l'époque, les parlementaires avaient conscience de jouer un jeu. Et même si vous aviez cette tension exacerbée qui pouvait transparaître en séance, c'était du jeu. Et ensuite, on discutait à la buvette. Et ensuite, on disait, bon, cet amendement, je prends, cet amendement, je ne prends pas, etc. Je ne suis plus sûr aujourd'hui que les parlementaires sont encore en capacité de jouer. C'est-à-dire qu'il y a une forme de vérité, de surinvestissement dans un rôle qui n'en est plus un. Et dès le moment où, entre guillemets pour de vrai, eh bien, le danger, c'est qu'en effet, des blocages qui avant pouvaient être surmontés dans les arcanes, ne puissent plus demain l'être. C'est pas un blocage juridique qu'on peut craindre. Hein. La Constitution de la Ve République, Michel Debré était persuadé qu'il n'y aurait jamais de majorité. Hein. On parle beaucoup de scrutin majoritaire à 2 tours, etc. Je rappelle que c'était le mode de scrutin sous la Troisième République et qu'il n'y avait en règle générale pas de majorité absolue. Donc notre Constitution de la Ve a été rédigée pour gérer ce type de choses. Les membres du comité consultatif constitutionnel, Guy Mollet, Pierre Flimelin, ce sont des présidents du Conseil de la Quatrième République qui ont à l'esprit les configurations de la Quatrième République. On a mis l'arsenal, alors peut-être amendé depuis en 2008 notamment, mais on a mis l'arsenal dans la Constitution pour que ce soit gérable. Et c'est gérable qui plus est à l'étranger. Mais le fait que les acteurs ne soient plus conscients de jouer un jeu peut amener à une exacerbation des crises politiques qui tout d'un coup eh bien, peuvent apparaître comme étant beaucoup plus violentes. Et là, en effet, il y a un dernier facteur d'instabilité. Le facteur d'instabilité, il est beaucoup plus individuel, psychologique, personnel. Et il rappelle qu'en fait, la politique, elle est d'abord et avant tout faite par des femmes et des hommes. Merci Benjamin de rappeler, faite par des hommes, des femmes et des hommes. On m'avait posé la question qu'est-ce qui a changé à l'Assemblée nationale au mois de juin. J'avais répondu à un journaliste les femmes ont pris le pouvoir. Et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est un constat. Regardez les présidences de groupe, regardez la présidence de l'Assemblée nationale. On va y revenir parce que ça va nous permettre d'aborder les problèmes, des questions institutionnelles, des réformes éventuelles, dont vraisemblablement la présidente de l'Assemblée nationale va prendre en charge, si on comprend bien et si on arrive à décrypter un peu le jeu de l'exécutif et les intentions du président de la République sur les réformes constitutionnelles à venir. J'en profite alors pour du coup passer la parole à Christine Lavarde, qui est sénatrice LR et vice-présidente de la commission des finances. Pourquoi je vous avais demandé de venir à notre table ronde? Parce que vous aviez fait une déclaration au mois de juillet, vous félicitant, si j'ai bonne mémoire, vous corrigerez éventuellement, vous félicitant que la commission des finances, et vous-même, donc je pense en tant que vice-présidente, vous aviez été reçu, ou en tout cas Bercy prenait contact avec la commission pour discuter dans le cadre d'une nouvelle méthode qu'on appelait le consensus. Donc il y avait une sorte d'appel à recommencer l'expérience. Alors cette semaine, nous avons eu de ce côté-là, enfin les 2 semaines précédentes, des refus manifestes des partis, enfin des groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale, je n'ai pas dit au Sénat, à l'Assemblée nationale de venir discuter
à Bercy, de manière en amont, en quelque sorte, de la discussion du projet de loi de finances. Ça rejoint d'ailleurs toutes les incertitudes dont Benjamin Morel parlait, c'est-à-dire à tout moment, enfin moi c'est en tout cas l'impression que j'ai, à tout moment, une étincelle peut faire éclater. L'état de l'incertitude, c'est quoi? C'est que on n'est pas à l'abri, et on l'a vu au Sénat, on l'a vu dans le cadre de nomination dont je parlais tout à l'heure. Le gouvernement peut être mis en minorité pour, j'allais dire n'importe quoi. Il peut être mis en minorité aussi, on l'a vu, et Benjamin, vous en avez fait l'allusion, de la présence des députés. Chose extraordinaire qu'on n'avait pas revue depuis quelques années, des députés qui n'étaient pas en séance du côté de la majorité présidentielle et qui ont fait défaut à un moment où il y avait un vote important. Bon, certes, tous les moyens existent pour ensuite corriger et revenir à la base de départ, mais c'est vrai que nous sommes dans une masse d'incertitudes. Alors, Christine Lavarde, moi je voudrais qu'on essaye d'aller un peu plus loin dans la notion du consensus sénatorial. On a abordé le problème, mais on y reviendra de manière plus détaillée sur le CNR, qui fait l'objet d'un grand débat de ce côté-là. Mais cette notion du consensus sénatorial, moi je ne vous cache pas que deux phrases ou deux déclarations du président du Sénat, enfin une en tout cas, moi m'a profondément choqué au mois de juillet, je le dis franchement. C'est quand le président, abordant le problème du consensus, a offert cette possibilité de se mettre d'accord avec le président que le Sénat se mette d'accord notamment avec le président de la République avant, c'est ça qui me choque, avant que le texte de loi arrive devant le Conseil d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une collusion entre la majorité sénatoriale et le président de la République. Là aussi, il crée un détournement à partir de ce moment-là. Cette phrase malheureuse, je pense, mais qui existe, vous en conviendrez, poserait un problème juridique de fait que tout serait ficelé comme avant, alors du temps de l'UNR, du temps même pas remonté jusqu'à l'UMP, ça c'était les techniques de l'UNR, UDT et RPR qui ont suivi. Donc je voudrais vous écouter là-dessus, s'il y a correctif ou si au contraire vous allez dans ce sens, et puis on reviendra sur la deuxième phrase et les problèmes de détournement. On a le temps pour aborder ces problèmes et la place du Parlement par rapport précisément à tout ce qui est représentatif des corps intermédiaires et de l'opinion en quelque sorte. Christine Lavarde. Merci beaucoup. Alors, je ne sais Est-ce pas que si vous les pouvez femmes passer ont ça pris le en pouvoir au bout Sénat de- comme à l'Assemblée en bout, nationale, mais elles tout peuvent à fait avoir en un bout. peu d'influence. Et en fait, je pense que ce qui intéressait plutôt les ministres, c'est pas tant mon grade de vice-présidente de la commission, parce que de facto, chaque groupe politique a une vice-présidence. Alors, il y a des groupes politiques qui ont 10 sénateurs et ils ont quand même le seul sénateur membre de la commission qui est vice-président. Il s'avère que moi, j'appartiens au groupe majoritaire et ce qui intéressait plus le gouvernement, c'est que je suis whip en mauvais français pour le groupe LR à la commission des finances. C'est plutôt ça qui les intéressait. Et donc, effectivement, alors on s'est félicité, tout comme le rapporteur général, d'un véritable changement de méthode. C'était le nouveau monde qui est arrivé finalement vraiment en 2022, qui n'était pas arrivé en 2017, parce que pendant tout le quinquennat 2017-2022, le Sénat n'a pas existé aux yeux du gouvernement, parce qu'effectivement, ils n'avaient absolument pas besoin de nous. À l'Assemblée nationale, ils avaient une assemblée qui votait tout. Donc, de toute façon, la loi veut que l'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Tous les textes sont passés en procédure accélérée, sauf la loi de bioéthique. Donc, de toute façon, le Sénat n'avait absolument aucun rôle, si ce n'est le rôle de faire les corrections légistiques. Et tous nos amendements qui étaient sur la forme étaient retenus. Tout ce qui était sur le fond était rejeté immédiatement. Parfois, alors même que on nous a donné raison, un exercice, 2 exercices plus tard, j'ai en tête des dispositifs que j'ai portés moi-même et j'ai eu la chance de les voir arriver votés dans les textes de 2021, alors qu'on les avait déjà adoptés au Sénat en 2019. C'est un peu dommage pour les citoyens. Bon, finalement, c'est toujours agréable de se dire qu'on a eu raison, même si c'est parfois un peu trop tôt. On avait des ministres qui ne venaient pas au Sénat. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter de textes financiers. Moi, je me souviens avoir fait un débat sur
dette publique, dette privée, en présence du secrétaire d'État au numérique. Je me souviens avoir discuté, alors c'était peut-être l'horaire, c'était entre minuit et 2 heures du matin, des missions dégrèvement de l'État, dette et investissement d'avenir, toujours en présence du même secrétaire d'État chargé du numérique. On parlait accessoirement les plus gros budgets de l'État, enfin, notamment le sujet de la dette. Donc il y avait vraiment un mépris total pour le Sénat. Si on prenait le dernier disponible qui pouvait venir, ce qui fait que même quand on est dans notre travail de contrôle de l'action du gouvernement, je suis désolée, mais quand on n'a pas face à nous le décideur qui est en charge du dossier, la pauvre personne qui est là, elle lit des fiches de banc, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de, c'est pas une interaction, ça s'appelle débat interactif. L'interaction, c'est uniquement l'adjectif qui qualifie le débat. Ça n'a rien de, c'est un vrai monologue entre chacune des parties. Donc effectivement, tout ça a bien changé depuis le mois de juin 2022. Puisque le Sénat, et notamment par la composition des commissions mixtes paritaires, vous l'avez justement rappelé, en fait, le groupe Les Républicains, avec 3 membres qui viennent du Sénat, plus un membre qui vient de l'Assemblée nationale, est équivalent à l'ensemble des représentants de la coalition ensemble, sachant que nous, on a quand même des alliés aussi au Sénat qui siègent à la commission mixte, qui sont les élus centristes. Donc on est même sur le papier mathématiquement supérieur à eux. Donc ils sont obligés de faire avec nous. Donc ça les oblige à discuter, s'ils veulent, des commissions mixtes qui aboutissent. Et notamment pour les textes de l'été, c'était un peu indispensable parce qu'on avait un certain nombre de dispositifs qui avaient vocation à entrer très rapidement en application. Et je pense qu'aussi, personne n'avait envie de revivre une deuxième fois les semaines de débat des textes de l'été. Donc ça de facto donner lieu à un changement de méthode, à un changement de considération du gouvernement vis-à-vis des sénateurs. Donc on a été écoutés sur un certain nombre de sujets. Le gouvernement, parfois sur des sujets qui ne s'attendaient pas à les voir émerger, a pris des engagements pour les revoir en septembre. Donc maintenant, nous, on va les attendre. Parce qu'effectivement, c'était qu'un changement de façade pour obtenir ces accords de juillet qui étaient importants pour la conduite du pays. Et c'est aussi pourquoi le groupe LR s'est monté, enfin en tout cas constructif, et a eu ces échanges. Et on a des textes qu'on a pu faire évoluer. Par contre, tout à l'heure, quand vous disiez, et pourquoi est-ce que, oui, c'est intéressant, pourquoi est-ce que finalement vous semblez dire qu'il y a un peu un revirement quand on regarde les dernières déclarations, que ce soit sur le CNR ou que ce soit sur les dialogues de Bercy, dont nous avons appris l'existence par les déclarations du ministre sur RTL dimanche, avant de recevoir hier un mail nous indiquant qu'il y avait 4 dates et qu'il fallait venir pendant 2 heures, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Parce que là, on n'est plus du tout dans la même chose. Enfin, là, on parle du budget. Regardez ce qui se passe à une moindre échelle dans les exécutifs locaux. Vous pouvez avoir une opposition qui va voter 99% de vos délibérations dans la vie courante de l'exécutif. Jamais elle n'ira voter le budget. Le jour où elle vote le budget, ça veut dire qu'elle rentre dans votre majorité. Donc on voit bien que là, on est quand même dans un autre domaine qui est celui de la loi de finances, qui est celui qui donne une sorte de confiance. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau local. Lorsqu'un exécutif rejette le vote du compte administratif, donc c'est-à-dire l'exécution des comptes, le président de l'exécutif est automatiquement démis. La même chose ne se passe pas pour l'État. Et c'est un sujet qui a été un peu passé sous silence. Mais la loi de règlement de l'année 2021 a été rejetée. Ce qui est une première depuis très longtemps. Il y avait eu un précédent, mais dans le siècle encore d'avant, je ne parle même pas du 20e. Donc voilà, il y a eu quand même des changements, et là on voit bien que dès qu'on va rentrer sur cet objet, qui est un objet particulier dans les lois, dans les principes qui lui sont donnés aussi pour le vote, on est dans une durée d'étude qui est limitée, 70 jours entre la date de présentation devant le Conseil des ministres, la promulgation, on entre quand même dans une autre dimension. Et tout à l'heure, vous répétiez effectivement les déclarations du président du Sénat, peut-être un peu mal interprétées, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, le droit parlementaire donne une initiative très limitée. On est encadré par l'article 40. Et donc l'article 40 donne en fait toute latitude au gouvernement pour présenter un certain nombre de dispositions, là où finalement les parlementaires ne peuvent rien faire qu'amender des choses qui ont déjà été présentées, où on a aussi pour nous l'article 45, qui est un peu la loi de l'entonnoir. On ne peut pas venir apporter un nouveau sujet, quand bien même on estime qu'il a un lien étroit avec le sujet principal du texte, de dispositions qui ne s'attachent pas au gouvernement, ou en tout cas avec moins de rigidité. Donc c'est pour ça que, par exemple, sur un certain nombre de dispositions, si on a besoin que cette construction ou cette réflexion, elle soit menée en amont du dépôt du texte. Et puis c'est aussi important parce que normalement une loi qui est bien faite, c'est une loi qui, avant d'arriver devant le Parlement, a fait l'objet d'une étude d'impact.
a fait l'objet d'une analyse juridique par le Conseil d'État. Et malheureusement, alors l'analyse devant le Conseil d'État, ça, elle est faite, mais l'étude d'impact, franchement, je vous invite à regarder, mais c'est catastrophique. Enfin, on est vraiment. Alors, on a voulu. Alors, ça prend de la place parce qu'au fil des années, on ajoute des items impact sur l'égalité femmes-hommes, impact sur la jeunesse, impact sur les finances publiques locales. Donc, ça fait des titres, on met les blancs, les espaces, mais il n'y a strictement rien. Et c'est ça, pour moi, le danger le plus grave. C'est-à-dire qu'on légifère vraiment les yeux fermés. Sauf si après, les rapporteurs font un important travail d'enquête et d'approfondissement. Et peut-être pour répondre assez brièvement aussi à votre dernière interpellation sur le côté peut-être consensuel du Sénat ou autre. Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les modalités de vote au Sénat sont différentes des modalités de vote à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, un député en séance est porteur d'un pouvoir. Au Sénat, c'est très différent. Au moment où on fait son entrée au Sénat, si on décide de se rattacher à un groupe politique, au moment de ce rattachement, on donne le droit au groupe et à son président de voter en son nom. Donc, c'est comme ça que si vous allumez la radio le matin, vous pouvez apprendre nuitamment l'Assemblée nationale a adopté par 25 contre 7 tel amendement. Une semaine après, vous écoutez le Sénat. Nuitamment, le Sénat a adopté par 213 voix pour et 90 voix contre. Parce qu'en fait, au Sénat, tout le monde vote. Tout le monde vote modulo le sénateur non inscrit, enfin les 3 sénateurs qui sont non inscrits. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une liberté de vote. En tout cas, moi, pour le groupe auquel j'appartiens, sur tous les sujets où on sent qu'il va y avoir ce scrutin public qui va être appelé, on est sollicité en amont pour savoir quelle va être notre position, de manière à ce que ce qui soit publié ensuite au journal officiel des débats, ce soit bien la position de chacun et pas la position du groupe. Mais donc, ça change beaucoup parce qu'en fait, pour peu qu'on ait négocié, entre guillemets, un accord, notamment avec nos alliés centristes, on sait déjà ce qui va se passer. Donc ça change beaucoup aussi la donne. Et puis après, le consensus vient aussi que les sénateurs sont élus directement par les élus locaux. Et dans un monde rempli d'incertitudes, on voit quand même que l'état de nos finances publiques est assez catastrophique. Et quand on regarde aussi un peu la structure aujourd'hui de la dépense publique et qu'on voit que la part État, en gros, je fais simple, c'est 17%, la part du social, c'est 54%, et on va dire les 30% restants, c'est les collectivités locales, on voit bien que si jamais on veut réduire la dépense publique, ce n'est pas tant sur la sphère État qu'il faut venir chercher. C'est beaucoup sur la sphère sociale et un peu sur la sphère des collectivités. Donc nos électeurs, ils sont responsables. Ils ont envie que le pays se redresse et qu'on aille dans le bon sens. Donc ce qu'ils nous demandent aussi, c'est pas tant d'être dans l'obstruction, la théâtralité, mais c'est d'être dans l'efficacité. Et je pense que c'est ça aussi qui joue sur la manière dont le Sénat se comporte versus ce que fait l'Assemblée nationale. Nous, on ne rend pas des comptes à des citoyens qui attendent qu'on soit plus ou moins virulent. On rend compte à des gens qui attendent que le pays soit mené correctement, qu'on leur donne la possibilité de mener des actions locales. Merci Christine Lavarde. Vous avez fait. On reviendra sur les collectivités, notamment quand Roland Mouchel-Blaisot, le préfet Roland Mouchel-Blaisot. Je reprends parce que sinon c'est pas enregistré. Je vous remercie effectivement de vos propos et de rappeler le rapport, bien évidemment, entre le Sénat et les collectivités territoriales. On reviendra sur les collectivités territoriales lorsque le préfet Roland Mouchel-Blaisot viendra tout à l'heure à l'occasion de la deuxième table ronde, et un peu la discussion ou l'échange qu'il y a eu il y a quelques jours entre les associations d'élus locaux et le président de la République, et en se posant la question, est-ce que c'est du chantage ou pas du chantage? On reviendra aussi là sur les incertitudes de la décentralisation ou des modèles de décentralisation. Vous avez rappelé le vote, les conditions de vote au Sénat et les différences effectivement avec l'Assemblée nationale, c'est une bonne chose. Vous avez abordé aussi il faut signaler l'ambiguïté des études d'impact. Il y a une chose qui nous manque en droit parlementaire. Jean-Philippe de Rosier, à côté de vous, va peut-être répondre également à cette question. Les études d'impact, elles sont faites, elles accompagnent, ça date de 1997 ou 98 exactement, elles accompagnent les projets de loi, sauf que après avoir voté un certain nombre d'amendements, avoir voté des articles et avoir voté la loi, on s'aperçoit en fait que souvent, le plus souvent, l'étude d'impact
d'origine n'a plus aucun sens. Or, il n'est pas fait, ça n'existe pas dans le processus, le cursus législatif, si je puis dire, il n'existe pas de procédure qui puisse remettre à jour, en quelque sorte, ou actualiser l'étude d'impact après un texte. Ça, c'est quelque chose qui manque, qu'il faudrait peut-être voir à l'avenir dans les projets de loi organiques qui modifient ce genre de choses pour on est au cœur du débat avec une loi de finances rectificative, avec un projet de loi voté sur le pouvoir d'achat. Après tout ce qui a été voté, est-ce que l'étude d'impact d'origine est encore valable? Je prendrais une énumération d'articles pour m'apercevoir que tout est à refaire, ou pratiquement. Merci de votre intervention. On va revenir de toute façon sur un certain nombre de dispositions. Patrick Roger, qui a été un long, qui est toujours d'ailleurs, un grand observateur du Parlement depuis un certain nombre d'années, qui possède aussi l'histoire parlementaire. Donc voilà. Et je voudrais là avoir une photographie en quelque sorte de ce qui s'est passé depuis juillet, comment aujourd'hui on peut percevoir, j'ai fait tout à l'heure une introduction qui est très personnelle de ce que j'ai vu moi, mais je ne suis pas seul à avoir observé un certain nombre de choses, de changements. Je n'ai pas parlé du vocabulaire employé, même si Benjamin évoquait les différences qu'il y a eu au cours de notre histoire parlementaire dans le comportement des députés. Mais je ne vais pas rentrer dans le système anecdotique, je voudrais simplement savoir comment on perçoit aujourd'hui, sur tous les sujets d'ailleurs, l'engagement du député. L'engagement du député, particulièrement par rapport à ce que j'évoquais, c'est-à-dire son retour sur le terrain et ce qu'il représente sur le terrain. C'est-à-dire, veuillez m'en excuser, mais pas grand-chose. Oui, merci Denis. Bon, il y a des spécialistes de l'état de l'opinion. Je ne vais pas m'engager sur ce terrain. Non, non, mais ça, l'état de l'opinion va venir après. Ce sera plutôt l'état des lieux. L'état des lieux, tout à fait. Pour ce faire, je vais vous abreuver de quelques chiffres en essayant de ne pas vous saouler. La première chose quand même marquante, Denis l'a signalé dans son propos liminaire, mais on finit par s'habituer à des taux d'abstention qui sont extravagants, qui ne cessent d'une élection à l'autre d'être qualifiés d'historiques. Et l'histoire se rappelle à chaque scrutin, ou presque. Mon inquiétude majeure aujourd'hui, après ces élections présidentielles et législatives, c'est la fragilité de la démocratie représentative. Et ça, c'est véritablement pour moi une source d'inquiétude. Fragilité, là aussi, Denis l'a signalé en ouverture. Donc, ces taux d'abstention historiques et ce que ça entraîne en ce qui concerne la représentativité justement des députés élus. Et la différence avec les dernières élections, entre les dernières élections législatives avec celles qui avaient précédé en 2017, c'est que 2017, morne pleine, et un taux d'abstention au second tour qui avait atteint 57,4%, grosso modo. Parce que tout le monde considérait que ces élections législatives étaient pliées et voilà, on donnait un mandat au président de compter sur une majorité absolue. Le Monde, d'ailleurs, avait titré à ce moment-là une majorité absolue et une victoire relative. Si on suit la même veine pour celle-ci, ce sera une majorité relative et une défaite relative. Parce que, malgré tout, la majorité présidentielle, c'est relativement
bien sortis de ces élections. Mais rendons grâce à Jean-Luc Mélenchon, que ce soit ses outrances et ses postures, et parfois ses impostures, et là, d'avoir permis de remettre un peu de piment au second tour de ces élections législatives en faisant un enjeu politique. Résultat, au second tour, l'abstention qui avait été donc de 57,4% en 2017 est redescendue, là aussi tout est relatif, à 53,8%. Hein. Conséquence de ça, et là je vais me permettre, Denis, d'apporter une légère correction à ce que tu as dit sur, parce que, bon, j'ai fait le même calcul que toi, effectivement, les conséquences de cette abstention font que, effectivement, 245, que je me trompe pas dans mes chiffres. Oui, pardon. Hein, en 2017, à peine 124 députés avaient réuni plus de 25% des inscrits. Et seulement 9 avaient rassemblé plus de 30% des inscrits. Là, ces chiffres sont revenus en 2022, en raison du rebond de participation au second tour, à 232 députés qui ont recueilli au second tour plus de 25%, dont 345 donc, qui ont obtenu moins, et 37 députés qui ont obtenu plus de 30%. Donc, il y a un léger recul par rapport à l'élection de 2017, pardon. Hein, Je peux, je t'interromps une seconde, simplement pour donner, puisque je retrouve mon tableau, il y a 10 ans, en 2012, 47 députés seulement étaient élus avec moins de 25%. Oui, oui. Non, mais c'est pour compléter ton chiffre. Vous voyez le différentiel. Il y a 10 ans, 2012, 47 députés à moins de 25%. Aujourd'hui, 347. Voilà, c'est une photographie. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais ça complète. Mais on est sur la même appréciation. Comme on a travaillé ensemble là-dessus. Alors, au passage, le député le mieux élu de l'Assemblée en pourcentage des inscrits, c'est un élu de Wallis et Futuna, Michael Esseo, avec 38,8% des inscrits. Hein. Ça donne un peu le niveau des élections. L'autre facteur important, c'est le renouvellement de l'Assemblée nationale. En 2 scrutins, 2017 et 2022, on a assisté à un renouvellement phénoménal. En 2017, c'était 434 nouveaux députés, nouveaux élus qui avaient fait leur entrée au Palais Bourbon. Là, en 2022, le chiffre est inférieur, 302 nouveaux élus, mais on reste quand même dans les hautes eaux. Hein. C'est pratiquement 302 nouveaux élus. Le renouvellement de la première législature de la Ve République en 1958, qui avait vu 310 députés faire leur entrée au Palais Bourbon. Mais ce qui est encore plus significatif, si on prend donc ces 2 renouvellements massifs, eh bien, on constate que 66 députés seulement, soit à peine 12% des effectifs, ont siégé à l'Assemblée avant l'élection d'Emmanuel Macron. C'est 66 députés qui étaient présents avant 2017. C'est quand même phénoménal, quoi. Hein. Alors, ce qui ne veut pas dire que les nouveaux élus
tarde à s'emparer des mauvaises manières et des mauvaises habitudes des plus anciens. Hein. Ils sont assez prompts à s'en emparer aussi. On voit bien comment, notamment les questions gouvernement, contournent à la foire d'Empoigne, comme ça souvent était le cas, surtout depuis qu'elles sont télévisées. Troisième chose, enfin, la fragmentation de cette assemblée. 10 groupes à cette heure. Moi, je souhaite bon courage au bureau de l'Assemblée nationale pour arriver à gérer cet ensemble hétéroclite. Ça nous potentiellement, ça ouvre. 10 groupes. Oui, 10 groupes. 10 groupes et possiblement 20 commissions d'enquête par session. Là aussi, il va falloir, sans parler des temps de parole, etc. Donc, ça va être extrêmement difficile à gérer. Et enfin, dernière remarque sur cette composition de l'Assemblée. On entre dans la deuxième législature du non-cumul. Est-ce que ça va rester? Ça, c'est un débat peut-être qu'on aura au cours, par la suite et au cours de la législature. Mais c'est évident aussi que ça a eu des conséquences donc, sur la législature précédente. Ça, on parlait tout à l'heure des collectivités territoriales. D'une certaine manière, ça a quand même renforcé le pouvoir de négociation des associations d'élus. Ça les a remises au premier plan. Le débat, malheureusement, n'a pas eu lieu souvent dans les hémicycles, du moins au Palais Bourbon, peut-être un peu plus au Sénat, parce qu'il y a quand même une attention plus vigilante. Mais donc, il va falloir revenir sur les conséquences de ce non-cumul incontestablement. Et enfin, toute dernière chose, évidemment, là aussi, je pense que ce sera un débat qui a déjà été amorcé. Bon, le rôle du Sénat dans cette nouvelle configuration, notamment l'absence de majorité absolue à l'Assemblée, comment ça replace le Sénat aussi dans un rôle d'interlocuteur et dans le recherche législatif. C'est faux de dire que le Sénat n'a aucun... Enfin, n'a pas son mot à dire parce qu'il en a en tout cas eu suffisamment pour empêcher toute révision constitutionnelle depuis 2008. Et ça, C'est nature de loi. Mais sur la loi ordinaire, il n'a pas grand-chose à dire. Voilà. Merci Patrick. On va revenir sur les questions constitutionnelles. Je voulais aborder le problème avec Christine Lavarde tout à l'heure, mais bon, on va le voir un peu plus tard, effectivement, la majorité des 3/5, les révisions, etc. Et puis quel projet constitutionnel et on va évoquer tout à l'heure les problèmes de proportionnel, bien évidemment. Et quel proportionnel? Quel type de proportionnel? Jean-Philippe de Rosier, qui nous a rejoint tout à l'heure, constitutionnaliste. Est-ce que dans le vote, ou les votes, suite au vote du Sénat, de l'Assemblée nationale sur les 3 textes importants du mois de juillet, est-ce que les décisions du Conseil constitutionnel qui auraient pu mettre en danger, effectivement, les recours auraient pu mettre en danger le gouvernement, est-ce que les décisions, finalement, ne confortent-elles pas, aujourd'hui, le gouvernement? Et puis, je m'interroge, moi, sur le Conseil constitutionnel, dans cette perspective parlementaire où l'Assemblée nationale a une majorité seulement relative. Est-ce qu'il va y avoir des recours? On a déjà vu les premiers recours. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un système de bouée de sauvetage que représente le Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs a joué le rôle de bouée de sauvetage au cours du dernier quinquennat, hein, à l'occasion au moment des lois sanitaires, etc. Ça, on ne peut pas nier cette évidence. Jean-Philippe. Et sachant qu'on abordera les autres problèmes constitutionnels après.
Et puis, j'insiste parce que sinon vous allez en parler maintenant, on abordera tout à l'heure les scénarios en cas éventuellement de censure et de dissolution. Vous avez publié récemment un article très intéressant, on en a parlé tous les deux. Jean-Philippe. Merci Denis. Avant d'aborder le Conseil constitutionnel, comme tu m'y invites, je tiens au préalable à adresser un remerciement profond, sincère, chaleureux même, à Jean-Luc Mélenchon. D'abord parce qu'il a perdu l'élection présidentielle, et rien que pour cela, il mérite d'être remercié. Mais ensuite et surtout parce que, par la verve et le sens politique qui est le sien, il faut rendre à César ce qui est à César, il a réussi, comme l'a souligné Patrick Roger à l'instant, à revivifier notre démocratie parlementaire, le régime de la Ve République ayant toujours été et demeurant une démocratie, j'insiste, parlementaire. Et par cette simple phrase, « Élisez-moi Premier ministre », il est parvenu à rappeler cet élément essentiel et évident que nous sommes dans une démocratie parlementaire. Il est parvenu à redonner de l'importance aux élections législatives, qui sont les seules élections qui donnent le pouvoir en France, l'élection présidentielle ne donnant que éventuellement des possibilités, mais nullement le pouvoir. Seule la victoire aux élections législatives confère effectivement le pouvoir. Il est parvenu à rappeler l'importance d'une fonction parfois oubliée, qui est celle d'assistant du président de la République, à savoir le Premier ministre ou la Première ministre aujourd'hui, et il est parvenu à revivifier le Parlement, montrant par là qu'aujourd'hui, c'est sur cette institution qu'il convient de projeter les lumières et peut-être moins sur l'Élysée. La conséquence de son propos, et donc pour cela aussi il faut le remercier, c'est qu'il a prouvé indirectement l'inutilité de la proportionnelle. On aura l'occasion d'y revenir, et peut-être même ses méfaits, on aura l'occasion de les voir au cours de cette 16e législature. L'inutilité, Patrick Roger également le signalait à l'instant, du non-cumul des mandats dans le temps, puisque l'Assemblée nationale est largement renouvelée. Elle l'avait déjà été en 2017, elle a encore été en 2022. Et d'ailleurs, le Sénat n'a pas à pâlir à côté de l'Assemblée nationale, lui aussi ayant été assez largement renouvelé lors des dernières élections. Et donc, pour tout cela, pour cette confirmation de notre démocratie parlementaire, je tenais à adresser ce remerciement quelque peu cynique, mais non moins sincère. Dans le prolongement de cela, je pense que le premier mois et demi de session que nous avons connu, ou de la législature, au cours d'une session largement extraordinaire, au sens constitutionnel et formel du terme, doit être relativisé et il nous faut temporiser. Le mois de juillet du début d'une législature constitue au mieux un indice, mais nullement une preuve du fonctionnement de la future législature. D'abord, pour une raison mathématique, exacerbée par la situation actuelle, qui est qu'un certain nombre de députés ne siègent pas et ne sont pas encore remplacés, ceux qui ont été bombardés au gouvernement. 12. Et ils étaient 21 au tout début de la législature, et le nombre s'est ensuite réduit, mais comme effectivement la majorité, même relative, ne tient qu'à un fil, eh bien, ces absences ont fait que, peut-être plus souvent que d'habitude, la majorité a été battue et mise en minorité. Ceci dit, sauf sur la loi de règlement qui est effectivement passée un petit peu aux oubliettes, aucune loi, je parle bien de loi qu'elle aurait pu soutenir, n'a été rejetée et n'a pas pu être adoptée. Ce seront surtout les prochaines semaines, les prochains mois de la législature, jusqu'au moins au mois de décembre, avec le double vote de la loi de finances initiale et de la loi de financement sur la sécurité sociale, ainsi que les 2 ou 3 autres lois qui vont graviter autour de celle-là, notamment la loi de programmation pour, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais pour la police, du ministère de l'Intérieur, exactement, qui vont
constituer davantage des preuves et donner la température du fonctionnement de la future Assemblée, nécessité ou non de recourir au 49 alinéa 3 pour chacune des parties de la loi de finances ou seulement pour l'ensemble, nécessité d'y recourir pour un autre texte, discipline de la majorité elle-même, alliance des autres groupes, quels qu'ils soient. Je pense surtout sur la droite de l'échiquier politique, mais a priori, la gauche peut tout aussi être concernée. Et effectivement, cheminement ou non vers une dissolution. Je n'y crois pas, mais de cela aussi, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Quant au Conseil constitutionnel, constitue-t-il une bouée de sauvetage? Non. Là, ma réponse est claire et ferme, non. Il ne l'est pas, et quelque part, il ne l'a jamais été, au moins au cours des 20-30 dernières années de la Ve République. En effet, au cours de l'état d'urgence sanitaire, ou plus largement de la crise sanitaire, il est un petit peu venu au secours du gouvernement et de la majorité. Il est surtout venu au secours de cette crise sanitaire qu'il fallait gérer bon an, mal an, c'est-à-dire faire du mieux que l'on pouvait face à une situation pour le moins extraordinaire. Et sans me confondre en amour pour la majorité actuelle et le président de la République, je ne sais pas si qui que ce soit, de quelque côté que ce soit de l'échiquier politique, aurait fait mieux, moins bien, aussi bien. Et donc, il y avait là à affronter une situation pour le moins délicate. Le Conseil constitutionnel a fait parler de lui, notamment lors d'une première décision sur la loi organique d'urgence de mars 2020, par laquelle il a validé l'adoption d'une loi organique en violation flagrante de la Constitution, puisque la Constitution prévoyait un délai de 15 jours minimum entre le dépôt et le vote de la loi. Or, la loi a été non pas seulement votée dans la première assemblée saisie, mais entièrement adoptée en à peine 48 heures. A priori, c'est moins de 15 jours. Ou alors je ne maîtrise plus trop les mathématiques, et le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que cela devait être déclaré conforme à la Constitution face aux circonstances tout à fait particulières qui se présentaient. Je n'ai pas été particulièrement choqué de cette décision annonçant une jurisprudence de crise, une jurisprudence de l'état d'urgence qu'il a poursuivi en réalité jusqu'au bout de cette situation qui se termine désormais, puisque toute loi dérogatoire ne peut plus, enfin, si pourrait être à nouveau prise, mais disons que de dispositions dérogatoires ne peuvent plus être prises désormais, puisque le régime d'exception, tout régime d'exception, a disparu depuis la loi du 7, 8, 9 août, je ne sais plus la date exacte en tête. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'il a également déclaré conforme à la Constitution une situation tout aussi contraire, à savoir la déconnexion des 2 tours des élections municipales. Mais face à une situation, j'allais dire politique, mais pratique, tout à fait exceptionnelle, il a pu justifier des décisions tout à fait exceptionnelles. Quant aux deux décisions, aux 3 décisions, parce qu'il y en a une troisième sur l'Union européenne, mais il a rendu surtout principalement 2 décisions, l'une sur le pouvoir d'achat et l'autre sur la loi de finances rectificative de cet été. Je ne les perçois pas comme un sauvetage de l'exécutif, un sauvetage de la majorité. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence généralement, si je devais schématiser, assez exigeante et stricte en matière de restriction des droits et libertés fondamentales. Pour dire les choses simplement, toutes les lois pénales, juridictionnelles, de police, de protection peuvent être prises, et c'est ainsi qu'il a largement censuré la loi pour une sécurité globale, assez largement censuré la loi de programmation pour la justice, intégralement censuré la loi Braun-Pivet pour les mesures de sûreté, etc., etc., mais à une jurisprudence
je ne veux pas dire moins exigeante, mais peut-être moins restrictive à l'égard de mesures plus socio-économiques ou issues d'autres domaines. Et donc, ce n'est sans grande surprise que la loi pouvoir d'achat a été validée. Il n'y avait pas beaucoup d'arguments de constitutionnalité à invoquer contre elle. Il y avait potentiellement un sujet qui était un épi-sujet, si j'ose dire, concernant EDF. Le Conseil constitutionnel a examiné cette question et a décidé de ne pas s'en mêler, ce qui pouvait être assez attendu, vu d'une part la complexité et d'autre part les enjeux financiers et enfin et surtout les contentieux qui sont pendants devant le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel, se bornant effectivement à rappeler, comme cela lui avait été demandé d'ailleurs par votre serviteur, que les contentieux qui sont en cours ne pouvaient pas être purgés du fait de cette loi, alors même qu'elle cherchait à le faire. Quant à la loi de finances rectificative, le sujet également constitutionnel qui pouvait être invoqué et qui l'a également été, c'était la disparition de la contribution pour l'audiovisuel public. Et sur ce sujet, le Conseil constitutionnel a émis une réserve tout en validant cette suppression, notamment grâce à la bouée de sauvetage qu'a constituée la majorité elle-même. Elle s'est elle-même sauvée en prévoyant une compensation de cette disparition par une ponction sur la TVA. Et donc, à partir du moment où la disparition était compensée, l'indépendance financière paraissait préservée, certes pour une durée limitée, c'était là le point le plus délicat, mais la réserve consistant à dire que précisément cette indépendance devait être préservée au-delà même de l'échéance de 2024, du 31 décembre 2024, qui est dans la loi de finances rectificative la date limite pour la compensation par la TVA. Mais d'autres mécanismes pourront être envisagés d'ici là, et si jamais ce n'était pas le cas, alors du fait de cette réserve, d'autres recours pourront être introduits, s'appuyant sur celle-ci pour dénoncer l'absence de compensation. Donc non, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel soit et constitue une bouée de sauvetage de la majorité. Le Conseil constitutionnel a toujours été, presque toujours, depuis le début de la Ve République, le gardien de l'exécutif face au Parlement. Il commence progressivement, gentiment, à pas mesurer, millimétrer et feutrer, à préserver également de temps à autre les intérêts du Parlement, pourvu que ça dure, mais il reste dans son rôle et je ne pense pas qu'il faille entretenir ce fantasme qui est qu'il y a de la politique au Conseil constitutionnel. Il n'y en a pas. Les membres du Conseil se défont toujours de leur, jusqu'à présent, on verra si l'avenir continuera dans ce sens-là, mais se défont toujours de leurs convictions politiques. Et quelqu'un qui a été nommé par la droite ne va pas soutenir une loi qui est votée par la droite, et réciproquement. Et j'ai bon espoir que cela se poursuive dans les mois et les années qui viennent. Merci Jean-Philippe. J'ai pas du tout de fantasme. Le Conseil constitutionnel, il était utile de rappeler précisément l'indépendance et la grandeur en fait de cette institution. Voilà, donc c'était utile de rappeler tout ça. Puisqu'on a abordé aussi le problème de l'exécutif, il est temps, enfin, je voudrais, avec nos deux directeurs d'instituts de sondage, c'est rare d'ailleurs d'avoir deux directeurs sur une même tribune. Il suffit de les inviter, ben vous voyez, donc au moins j'ai osé. Et non, mais c'est bien, au contraire. Pourquoi je l'ai fait d'ailleurs? Parce que deux sondages sont arrivés cette semaine ou la semaine dernière, enfin, très peu de vos instituts respectifs. Emmanuel Rivière qui dirige Kantar et Jean-Daniel Lévy qui dirige Harris. Donc, deux sondages qui ont
montrer la remontée de l'exécutif. La remontée de l'exécutif, si j'ai bonne mémoire, c'est Harris qui dit confiance dans le président de la République à 48%, c'est ça? Et en augmentation de plus 5 ou plus 1, je ne sais plus, plus 1. Vous avez expliqué tout ça. Et puis vous-même, pour Kantar, vous signalez également une remontée de l'exécutif et aussi un croisement, non pas un croisement, il n'y a pas de croisement, pas encore en tout cas, avec la Première ministre, une remontée en tout cas de la popularité de la Première ministre. Alors, expliquez-vous là-dessus parce que, alors, mettez-vous d'accord sur l'un et l'autre sur qui commence. Je ne veux pas rentrer dans la concurrence, conservant l'amitié à la fois avec Emmanuel Rivière et avec Jean-Daniel Lévy. On s'est même accordé pour savoir qui allait commencer. Voilà. Bon. Le premier aspect, effectivement, il y a une petite croissance au cours de la dernière vague d'enquête qui a été réalisée par Harris de la confiance exprimée à l'égard du président de la République, qui effectivement arrive aujourd'hui à 48% de confiance pour faire des bonnes propositions au pays, et une croissance concomitante, mais un peu plus marquée, à l'égard d'Elisabeth Borne, qui, à peu de choses près, se retrouve au même niveau. Nous l'avons mesuré à hauteur de 47%. En tant que sondeur, le fait qu'il y ait une croissance d'un point, une baisse d'un point, d'un mois sur l'autre, ne nous apparaît pas comme étant un enseignement, en tout cas, extrêmement significatif. On préfère s'inscrire sur un temps qui est un temps relativement long. Ou, à tout le moins, on peut revenir au cours de la dernière période, voire revenir sur la période électorale qui vient de se dessiner devant nous, où globalement, on a une double tendance. On a une tendance de stabilité globale, de confiance à l'égard du président de la République, aussi bien en termes de pourcentage auprès de l'ensemble de la population française, mais également en termes de structure électorale qui déclarent accorder ou pas leur confiance au président de la République. Donc ça, c'est le premier aspect. Peu de très fortes modifications du regard à l'égard du président de la République. En revanche, une nette progression de la confiance qui est exprimée à l'égard d'Elisabeth Borne, peut-être avec l'idée que c'est, à certains égards, la bonne surprise au regard de tout ce qui avait été annoncé une fois qu'elle a été nommée Premier ministre. Il faut quand même rappeler que les médias l'ont dit, et que c'était, loin s'en faut, le premier choix du président de la République. Il avait même, et si je ne me trompe pas, c'est la première fois sous la Ve République, choisi une autre première ministre et qu'il en a été empêché par ses plus proches collaborateurs ou ses plus proches conseils qui se sont vertement opposés à la nomination de Catherine Vautrin. Le temps qui a été souligné tout à l'heure, qui a été un temps relativement long entre la réélection d'Emmanuel Macron et la nomination d'Elisabeth Borne, s'inscrit également dans ce contexte-là où probablement le président de la République a exploré différentes possibilités qui n'étaient pas uniquement la résultante du rapport de force politique, ce qui est souvent le cas de la nomination du Premier ministre, mais également même de rapports de force internes à la majorité, qui fait peut-être qu'on peut aller même un peu plus loin dans la réflexion qu'on peut avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, les députés qui sont des députés de la majorité présidentielle constituent une entité cohérente ou trois entités qui peuvent, à un moment ou à un autre, peuvent avoir des dessins un peu différents. Donc il y a déjà eu le président de la République qui n'a pas forcément été empêché, mais a été contrarié dans une partie de ses objectifs. Tant et si bien que quand Elisabeth Borne a été nommée Premier ministre, elle a été nommée avec les vivas de François Bayrou qui 2-3 jours avant avait dit qu'il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un de politique et pas quelqu'un de techno, et que à lire la presse, à écouter en fait un certain nombre de responsables politiques, on avait une première ministre par défaut, une première ministre techno, une première ministre qui, en gros, n'allait jamais tenir et peut-être même n'allait pas tenir jusqu'aux élections législatives. Le fait est qu'Elisabeth Borne est toujours première ministre, qu'elle a eu un plan média qui, d'un point de vue d'opinion, a été relativement opérant, et que globalement, au sortir des vacances, avec des Français qui sont un peu moins fins observateurs de la vie politique et de la vie parlementaire que ceux que vous pouvez être autour de cette table, ils ont eu le sentiment que
ça fonctionnait. En tout cas, qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement majeur. Le gouvernement n'a pas explosé, chacun globalement était dans sa ligne de conduite et les affaires courantes ont pu se faire. On verra si ça tient ou pas, mais en fait, en tout cas, c'est plutôt d'un point de vue d'opinion, tiens, on pensait qu'elle ne serait pas capable, entre guillemets, d'être Première ministre, et pour autant, elle est en capacité de pouvoir gérer le gouvernement et impulser l'action globalement gouvernementale. On le sait, le niveau de confiance, il est intéressant à regarder dans l'absolu, mais également en relatif. On a une situation politique où, dans le cadre de notre baromètre, et si vous prenez le temps de feuilleter les pages qui vont après la cote de confiance exprimée à l'égard du président de la République et du Premier ministre, une cote de confiance à l'égard des ministres qui aujourd'hui est faible, et une cote de confiance à l'égard des autres acteurs politiques inscrits dans le débat public qui est également très faible. Nous n'avons aucune personnalité politique qui bénéficie de la confiance de plus d'un Français sur deux dans le cadre d'une enquête d'opinion. Sachant qu'en plus, entre l'opinion et le vote, il y a un gap majeur et qu'on peut très bien apprécier à certains égards un responsable politique sans que pour autant ceci se manifeste en termes de comportement électoral par la suite. Donc on a à l'égard de ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas trop ce terme-là, mais en fait qui s'applique bien à l'égard de la classe politique, non seulement une défiance qu'on peut voir à travers tout un tas d'enquêtes qui existent depuis de nombreuses années, mais qui se traduit lorsqu'on soumet des noms qui sont des noms identifiés. Et on a même, depuis l'élection présidentielle, des phénomènes qui font que des personnes qui vont être inscrites dans le cadre de la compétition présidentielle ou des personnes qui peuvent jouer un rôle annexe ou à côté, pas véritablement d'émergence, pas véritablement de progression. La confiance à l'égard de Jean-Luc Mélenchon a baissé de 10 points entre le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle et la dernière mesure que nous venons d'effectuer. La confiance qui est exprimée à l'égard de Fabien Roussel, d'Anne Hidalgo ou de Valérie Pécresse, qui n'est pas très élevée, mais n'a pas progressé depuis la période de l'élection présidentielle. La confiance à l'égard d'autres acteurs dont on a pu entendre parler ou qui ont cherché à avoir voix au chapitre et qui ont eu une résonance médiatique importante. On peut prendre récemment François Ruffin, on peut prendre au cours de la séquence récente également Madame Rousseau. Aucune de ces personnalités n'est parvenue à pouvoir bénéficier d'une confiance qui est importante. Et même celui qui est présenté comme étant le candidat potentiel important, voire défini comme étant le chouchou des Français, à savoir Édouard Philippe, ne bénéficie de la confiance aujourd'hui que de 42% des Français dans le cadre de notre enquête. Donc on est face à une société qui est une société qui est distante et qui ne va pas aujourd'hui se trouver un sauveur ou une personnalité qui serait capable de pouvoir générer une confiance, une adhésion ou un soutien majeur. Et même Bernard Cazeneuve, dont on parle beaucoup en fait depuis quelques jours, n'a pas, en tout cas avant qu'on manifeste, bénéficié d'un élan de confiance, d'un élan de popularité, et voire même dans les périodes en fait où on s'interrogeait sur sa capacité ou pas à se présenter à l'élection présidentielle, n'avait pas ou ne disposait pas d'intention de vote qui apparaissait comme étant prometteuse, en tout cas pas plus que la candidate Anne Hidalgo, quand même elle était à un niveau qui était un peu plus élevé que le score réel qu'elle a réalisé à l'élection présidentielle. Donc on a un champ politique qui est un champ politique où globalement, à l'égard de l'exécutif, c'est une confiance relative, mais qui s'inscrit tout à fait dans ce qu'a indiqué Patrick Roger tout à l'heure, c'est-à-dire un peu moins mauvaise que les autres acteurs ou prétendants du débat politique actuel. Donc ça, c'est peut-être un premier point qui nous apparaît comme étant important. Sans vouloir être trop long, il y a eu tout à l'heure des références qui ont été faites à 2017 et nous, on les fait de manière perpétuelle. Nous considérons que la situation que nous connaissons aujourd'hui trouve sa source dans l'élection présidentielle de 2017. Si vous regardez l'élection présidentielle de 2017, le candidat qui a le plus bénéficié de ce que nous qualifions de manière forcément un peu arbitraire de vote utile, c'était Emmanuel Macron. Ça a été un candidat, je ne mésestime pas tout le travail et toute la force qu'il est parvenu à faire à pouvoir
s'installer dans le débat politique, à pouvoir créer une formation politique et à pouvoir être élu dans des circonstances qui sont extraordinaires par rapport à toute l'histoire de nos institutions. Dire qu'il y a eu un engouement à l'égard d'Emmanuel Macron dès l'élection présidentielle de 2017, à mon avis, est faire une erreur d'analyse. Non seulement c'est celui qui bénéficiait du plus du vote utile par rapport à tous les autres candidats, Jean-Luc Mélenchon compris en 2017, alors même qu'on avait considéré qu'une partie des électeurs avaient voté pour lui pour que la gauche représente au deuxième tour, mais c'est également celui qui avait le moins bénéficié d'un vote d'adhésion, moins à l'époque que les électeurs qui avaient pu voter, même pour Marine Le Pen ou encore pour Jean-Luc Mélenchon, pour prendre ces deux exemples. Entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle, pour la première fois depuis 1969, nous avons une baisse de la participation et on se rappelle des conditions dans lesquelles on se situait en 1960. Nous avons l'extrême droite qui est présente dans le cas d'un deuxième tour, ce qui là apparaissait comme étant exceptionnel en 2017. Ça n'a pas entraîné un surplus de mobilisation. 4 millions de personnes ont pris au deuxième tour de l'élection présidentielle un bulletin blanc ou nul. 4 millions de personnes. Ça veut dire que vous prenez 100 personnes qui prennent le temps de dire mon devoir civique, c'est de me déplacer dans un bureau de vote. Sur ces 100 personnes, vous en avez 12 qui refusent de choisir à l'époque entre une candidate d'extrême droite et un candidat vu comme étant centriste et qui n'était même pas situé aussi à droite qu'il a par la suite été perçu d'un point de vue d'opinion et que ça s'est traduit d'ailleurs pour partie électoralement. Les élections législatives se sont inscrites, moins de 50% de participation au premier tour de 2017, moins de 43% au deuxième tour de 2017, et d'ailleurs avec un correctif entre le premier tour et le deuxième tour, défavorable à la majorité présidentielle. Toutes les projections, et même quand on regarde électoralement, devaient inviter les macronistes à avoir plus de députés en 2017. Donc il y a un engouement et une adhésion au projet politique d'Emmanuel Macron de 2017 qui n'était peut-être pas aussi important que certains ont bien voulu croire. 2022, nous sommes exactement en accroissant dans la même situation politique. Une question à laquelle personne ne parvient à répondre. Qu'est-ce que le macronisme ? En tout cas, c'est une question à laquelle personne n'est parvenu à répondre, en tout cas en début de campagne présidentielle. Deuxième aspect, quand vous interrogez les électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, c'est un président qui est capable de pouvoir être président de la République, c'est-à-dire qu'il incarne la fonction présidentielle, qui a globalement tenu sa philosophie de campagne de 2017, même si on ne savait pas précisément ce dont il s'agissait, en tout cas pas le sentiment de trahison, en tout cas de manière moins marquée qu'à l'égard de Nicolas Sarkozy ou encore de François Hollande. Un président qui est capable de pouvoir surmonter des crises, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la crise ukrainienne. Donc, cette capacité à pouvoir incarner ou gérer le pays, mais sans que le contenu politique, et nous sommes dans un pays politique, un pays d'affrontement politique, ne soit véritablement assigné au président de la République. 2022, deuxième tour de l'élection présidentielle, à nouveau une baisse de la participation, là aussi ce qui échappait au modèle ancien. 3 millions, donc c'est un petit peu moins, de blancs et nuls qui ont été exprimés dans le cadre du deuxième tour, dans un contexte où là où il y avait un danger plus perceptible d'un point de vue d'opinion de l'arrivée de Marine Le Pen et une forme d'apathie des électeurs en disant on ne souhaite pas forcément son arrivée, mais si elle y arrive, tant pis, adviendra ce qui devra advenir. Et des électeurs qui ont toujours cette même difficulté à pouvoir nous dire ce qui les a marqués dans les motivations de vote à l'égard d'Emmanuel Macron. Il y a un point majeur qui a été vu dans la campagne d'Emmanuel Macron, c'est la réforme des retraites. Et il s'est agi d'une motivation de vote, les retraites des électeurs Mélenchon, des électeurs Le Pen, donc c'est-à-dire un vote en contre, mais dans les 5 principales motivations de vote de l'électorat d'Emmanuel Macron, on ne trouve nulle trace de la réforme des retraites. Donc on est vraiment dans une forme de regard à l'égard d'une personnalité, Emmanuel Macron, qui a un certain nombre d'atouts pour pouvoir être président de la République, et avec aujourd'hui un débat ou une interrogation, un doute sur ce qui meut le président de la République pour son programme politique pour la France, et par la suite de son entreprise de réforme qui pourrait découler par la suite, ce qui explique pour partie le regard porté aujourd'hui à l'égard de l'exécutif. Globalement, il sait faire techniquement, ce qui explique pour partie la raison pour laquelle il y a cette forme de désaffection à l'égard des autres responsables politiques, qu'on a du mal à savoir ce que peut être leur programme politique ou lorsqu'on sait qu'ils ne créent pas d'enthousiasme à l'heure actuelle, et des incertitudes, voire des doutes, sur les principales lignes qui sont aujourd'hui indiquées en matière de réforme de la part de l'exécutif. C'est clair. Un exposé clair sur effectivement le positionnement en fin de compte de l'opinion par rapport
à Emmanuel Macron et la référence que Jean-Daniel Lévy Insiste là-dessus sur revenir toujours à 2017. Je crois que ça, c'est très important et ne pas prendre les photographies des sondages et de l'opinion, en tout cas, à notre temps T et regarder précisément ces ruptures, hein, en fin de compte, qu'il y a eu en 2017 et la portée et l'onde de choc, en fin de compte, qu'elle détermine jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Rivière, donc, un peu dans la poursuite du raisonnement qui vient d'être. Enfin, je ne demande pas d'abonder nécessairement dans le sens de Jean-Daniel Lévy, mais dans la même lignée, en tout état de cause, cette réaction par rapport à la remontée ou la stabilité, en tout cas, de l'opinion à l'égard du président de la République. Bonjour à tous d'abord et merci de votre invitation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de retrouver le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables avec qui j'ai eu beaucoup de bonheur à avoir des aventures il y a quelques temps. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Jean-Daniel, il a dit parfaitement, très clairement, comme Denis l'a souligné. Oui, on peut inviter deux sondeurs. Je vais peut-être plutôt essayer de prolonger en revenant au Parlement et en revenant à l'Assemblée nationale et en rebondissant sur une question que vous avez soulevée, Denis, qui a été soulevée également par Patrick. En creux, derrière grand nombre de députés qui ont été élus avec moins de 25% des inscrits, se pose la question qui a été soulevée à plusieurs reprises sous ce mot-là, qui est celle de la représentativité. Et quand on fait intervenir l'opinion, et donc virtuellement les Français, le corps électoral, dans ces questions sur le rôle et la perception des institutions, c'est vrai que c'est le cadre qu'il faut avoir en tête. Au-delà de cette grosse moitié des Français qui n'ont pas voté, on peut ajouter ceux qui ont voté par devoir, et ça reste, touche les générations les plus âgées, ceux qui sont allés jusqu'au bureau de vote par rejet d'un extrême, pas forcément les deux d'ailleurs, un extrême en général. Et donc, chez ces électeurs-là, la principale césure dans leur représentation de la politique, quand on leur parle de politique, c'est pas entre la majorité ensemble et puis les oppositions, pas entre LREM et les Républicains, encore moins entre les différentes composantes de la NUP, c'est entre eux et le monde politique, dans son ensemble. C'est-à-dire que de leur distance, ils voient le monde politique comme un tout, et des gens qui vivent dans une espèce d'entre-soi avec leur manière de fonctionner et leur jouissance des postes de pouvoir qu'ils occupent. C'est un élément du paysage, il faut l'avoir en tête. Et après, on peut relativiser ça en se disant, après tout, il y a une partie d'entre eux qui sont hors champ, qui sont hors du jeu, ils sont peut-être 20% des Français, qui sont vraiment hors champ, c'est-à-dire qui ne s'occuperont jamais de politique. Relativiser en disant qu'il y a des démocraties qui ont pu fonctionner comme ça. Je crois que ça a été le cas des États-Unis pendant quelques temps, où finalement les gens, et pas loin de la moitié, pouvaient se désintéresser de la politique à partir du moment où elle leur faisait pas mal. Elles pouvaient ne servir à rien dans leur quotidien, mais tant qu'elle ne leur faisait pas mal, c'était pas grave et on pouvait s'en intéresser. Tout est dans le tant que ça nous faisait pas mal. Et c'est là que je pense que la question de la représentativité, son corollaire, qui est celui de la légitimité symbolique, est très important. Au fond, qu'est-ce qui permet d'accepter que des politiques de temps en temps nous contrarient? Je pense qu'il faut deux conditions. Une qui est justement cette notion de représentativité, alors non pas au sens où une assemblée nationale serait représentative des citoyens, c'est-à-dire en gros c'est un échantillon qu'on peut en constituer et qui sont amenés à se prononcer, mais je pense que ça a plus ou moins bien fonctionné comme ça, mais plutôt bien pendant, et que ça fonctionne toujours bien d'ailleurs, là où ça fonctionne bien, en termes de démocratie en Europe, où les citoyens sont très contents de leur système démocratique. Au fond, il y a dans les instances de décision, dans les instances politiques et dans les parlements locaux ou nationaux, des gens dont on se dit
ils sont conscients de ma situation, ils partagent mes valeurs. Et la manière dont ils ont été désignés et le fait qu'ils soient majoritaires ou minoritaires est transparent, équitable, et donc je peux y acquiescer. C'est une question de démocratie représentative qui fonctionne et qui est du coup compatible avec une nécessité qui a été parfaitement illustrée par les propos de Christine Lavarde ou de Jean-Philippe Desrosiers, qui est l'extrême complexité de l'exercice du mandat, du processus parlementaire, du processus législatif, etc. C'est pas que les citoyens ne sont pas capables de s'affronter, mais il se trouve qu'il y a une vraie distance entre ceux dont vous avez parlé et les citoyens. Tout ça leur échappe complètement. Et donc, ça n'est pas grave si on est dans un système où on peut se dire, il y a des gens qui ont ces savoir-faire-là, qui partagent mes valeurs, et je le sais parce qu'ils les ont énoncées clairement dans leur histoire, leur corpus programmatique, dans leur posture ou leur réaction à des faits d'activité. Donc je peux leur confier ce soin. Et dans ces cas-là, c'est pas très très grave, que finalement, plus on rentre dans la complexité, mais en fait, plus on rentre dans la vérité de ce qu'est la politique, en particulier dans sa dimension parlementaire, plus on perd du monde. Mais il y a cet a priori de confiance. Or, je pense qu'on en est aujourd'hui très loin, et qu'une des raisons, et c'est en cela peut-être que je vais compléter sous un autre angle ce dont on a parlé avec Jean-Daniel autour de l'exécutif, une des raisons de cela, c'est une des caractéristiques de notre paysage politique, c'est la très grande dévalorisation des partis politiques, dont on parle, je pense, beaucoup trop peu pour un certain nombre de raisons. La confiance dans les partis politiques est mesurée tous les 6 mois dans les sondages qu'on réalise pour la Commission européenne, les sondages Eurobaromètre. 11% dans celui qui a été publié avant-hier. La moyenne européenne, c'est pas terrible, 21%. On est en général dans les derniers. Il y a un autre indicateur qui me semble tout à fait significatif, qui est un indicateur tiré de notre baromètre mensuel, qui tourne depuis 40 ans pour le Figaro Magazine. Chaque mois, on pose les mêmes questions, ou presque, sur l'exécutif, question de confiance, question un peu différente sur les personnalités politiques. Est-ce que vous souhaitez qu'il ou elle joue un rôle important pour des moyens à venir? Et puis on analyse cela. Et vous avez tous entendu des sondeurs à profusion dire, et chez les sympathisants, La République En Marche, et chez les sympathisants, les Républicains, etc. C'est issu d'une autre question, qu'on ne publie pas d'ailleurs, qui est la réponse à la question de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche. Et ça fait des décennies qu'on dit, je pense vous aussi, on complète les questions en disant, ou du moins le moins éloigné. Parce qu'on comprend bien que pas trop éloigné, c'est déjà pas mal. Dans les années 90, on avait 15% de non-réponse à cette question. Début des années 2000, on montait, on tangentait les 20%. À partir de 2012, on a commencé à grimper, à dépasser les 30%. C'est pour ça que c'est bien de remonter à 2017, mais en fait, 2017 est le produit d'un phénomène qui est antérieur à 2017, et Emmanuel Macron est le produit d'un phénomène qui est antérieur en 2017, qui est la désaffection à l'égard des partis, et on a dépassé 40%. On a dépassé 40%. Je pense que c'est problématique. Je pense que on peut discuter ensemble, et évidemment on aurait des points de vue très riches parce que venant d'horizons et perspectives différentes sur la raison pour laquelle c'est comme ça. En France d'ailleurs, on n'a pas du tout ça en Allemagne. On aime bien se comparer avec l'Allemagne, on aime bien notre PIB avec l'Allemagne, notre taux de croissance avec l'Allemagne, notre déficit commercial avec l'Allemagne. Là où on est vraiment à la rue par rapport à l'Allemagne, les Pays-Bas, tous les pays nordiques et la Belgique même, et j'en passe, Irlande bien entendu, le Portugal, l'Autriche, oublie beaucoup, c'est dans la très grand discrédit que l'on a en France à l'égard des partis politiques. Ça m'a un peu illustré tout à l'heure cette capacité des partis politiques à faire à créer une forme d'acquiescement qui est de se dire à travers cette coalition-là, je peux me sentir représenté.
Et ça, alors, n'est donc pas sans conséquence dans le rapport qu'on peut avoir avec nos parlements, et c'est, je pense, aggravé par un phénomène qui est relativement récent, qui pour le coup est vraiment caractéristique de 2022, plus que de 2017, même si c'est à l'œuvre en 2017, c'est qu'il se trouve que la présidentielle non plus ne fabrique plus l'acquiescement aux faits majoritaires. Ça, c'est normal. Ce qui pouvait fonctionner dans un système bipolaire, où typiquement les électeurs de Georges Marchais en 1981, ils préféraient quand même Mitterrand à Giscard, que les électeurs, ils étaient moins nombreux de la Joigny en 1988, ils préféraient Mitterrand à, et ainsi de suite. Mais là, ça marche. Ça ne peut plus marcher dans un système ternaire. Il faut à analyser la manière de produire non pas la légitimité légale, mais de l'acquiescement de la minorité aux faits majoritaires. Alors, il y a quelque chose qui tient un peu, c'est la reconnaissance de la sincérité de l'élection. 19% des Français pensaient que l'élection présidentielle a été truquée au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Il se trouve que personne ne leur a proposé d'aller prendre d'assaut ni le palais de l'Élysée, ni le palais Bourbon, ni le siège du Conseil constitutionnel. Donc ça va. Mais on a cette difficulté. Et pour ne pas être complètement désespérant, dans ce paysage-là, il s'est quand même passé quelque chose. Il y a un autre indicateur, un autre critère d'analyse, une autre donnée qu'on utilise dans le baromètre Claro Magazine, c'est l'intérêt pour la politique, qui d'habitude monte au moment des élections, et à près de 60% au moment de la présidentielle 2017. C'est vrai qu'il se passait des choses. Et qui n'est pas monté au moment de la présidentielle 2022. Quand il se passait des choses. Parce qu'il se passait d'autres choses, et que la guerre en Ukraine, etc. Et qui est monté au-dessus de 55% au lendemain des législatives. Pas avant, après. Législatives, ça m'a marqué dans un sondage d'un de nos autres confrères de Via Voice, ont été caractérisés, alors parmi les qualificatifs habituels de l'ambiance chatoyante du rapport des Français à la politique, lassitude, ennui, machin, etc. Étonnement. Il s'était passé quelque chose. Et il se trouve qu'à côté de ce qu'a très bien décrit Jean Daniel sur le fait que les acteurs principaux, dont Jean-Luc Mélenchon, la présidentielle, a plutôt perdu le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, qui était monté à 40% des gens qui ne s'intéressent, qui ne sont proches d'aucun parti politique, est retombé à 30. Est retombé à 30. Un peu plus d'intérêt autour de la politique. Peut-être autour d'une grande illusion, là aussi, qui était ce qui allait advenir dans cette assemblée sans majorité absolue. Et on se souvient des sondages, je pense que tu en as peut-être fait un d'ailleurs, qui disait que les 3/4 des Français à peu près disaient bon, pas mal, finalement. On doit pouvoir s'en accommoder. Qu'est-ce qu'ils mettaient derrière? Ça fait des années qu'on entend dans nos études qualitatives, qu'on les interroge sur le fonctionnement privé des parlements. Et en fait, il faudrait que des gens très divers, avec des expériences diverses, soient là pour voter en leur âme et conscience. Et donc, je pense qu'il y avait une transposition de cela, en se disant, finalement, une assemblée où il va falloir se mettre d'accord, ce sera peut-être une assemblée qui prendra moins ces décisions qui nous font mal. Parce qu'il va falloir mettre plus de monde d'accord, et donc cette recherche du plus gros dénominateur commun, comme il y a plein d'experts comptables ici, il y a des gens qui font des maths, ils savent qu'il faut dire le plus gros dénominateur commun, parce que le plus petit dénominateur commun en mathématiques, ça ne veut strictement rien dire. Donc la recherche du plus gros dénominateur commun fera quelque chose de plus agréable à subir. Et c'est là où effectivement il peut y avoir un risque déceptif assez rapide pour les questions de posture qu'on évoquait, ces jeux que Benjamin évoquait, où parfois on est tellement imprégné par son propre jeu et de fait c'est un peu ce que disent les gens dans différentes enquêtes rentrées. C'est-à-dire qu'ils trouvent que la majorité est trop obtus et que les oppositions sont trop hostiles. L'enquête que nous avons réalisée pour Sciences Po Bordeaux, qui est rendue publique par la Fondation Jean Jaurès il y a peu, montrait que
la principale césure au sein de la NUP, c'est non pas des questions programmatiques et des choix de c'est l'attitude à avoir à l'égard de la majorité. Les 2 tiers des sympathisants LFI veulent que la NUP s'oppose et la majorité, pas loin, les 2 tiers d'ailleurs des sympathisants d'Europe Écologie Verts et du Parti socialiste veulent que leurs représentants cherchent des compromis. Et c'est là évidemment où ça achoppe, c'est cette culture de compromis, un peu la critique de ces démocraties tout à l'heure, et doublement pas dans notre culture. Elle n'est pas tellement dans la culture de cette population dont j'ai expliqué à quel point elle avait accumulé de la rancœur à l'égard du politique, parce que derrière compromis, elle entend compromis. On a testé ça il y a quelques temps, en 2017, je crois, d'ailleurs après l'élection, dans une enquête internationale sur le populisme. La France, c'était le seul pays où on avait une majorité pour dire, en fait, quand les politiques font des compromis, en fait, ils trahissent le mandat de leurs électeurs. En Allemagne, on n'avait pas ce niveau-là, ni même en Grande-Bretagne d'ailleurs. Oui, le modèle parlementaire dégage sûrement des majorités. Pas systématiquement, mais assez sûr. Et puis l'autre point, alors là, pardon, je parle peut-être plus en observateur qu'en analyse de l'opinion. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de mal à se sortir de la culture majoritaire. C'est-à-dire qu'on est allé gaiement dans une législature sans majorité et sans la chercher. On n'a pas passé des mois comme l'ont fait les Allemands, ou passer des deals plus ou moins transparents comme pu faire les Espagnols, les Grecs, plus spontanément, encore ça a pris du temps aussi, les Italiens en 2018, pour dire, ben voilà, quelle va être la majorité. On s'est dit, on va y aller. Ben évidemment, il y a une autre source de majorité qui est, alors qui elle fonctionne à coup sûr parce qu'il y a un siège de pouvoir, c'est la présidentielle, qui permet de dire qu'il y avait comme une majorité. Et du coup, on n'est pas, ni dans les commentaires, ni dans les analyses, ni même dans les manières de fonctionner, sauf peut-être effectivement avec un endroit où la culture de la majorité, d'une manière beaucoup plus préparée, je pense à ça, on est toujours imprégné de cette culture majoritaire. C'est pour ça que la période, je trouve, elle est absolument intéressante. Ça ne va pas être simple d'y inviter les Français, mais je pense qu'on y invitera les Français que si on arrive à dépasser une espèce de catéchisme un petit peu trop imprégné, et d'arriver à fonctionner comme s'il y avait une majorité dans une Assemblée nationale où il n'y en a pas. Merci. Ça me fait penser, mais je voudrais qu'on fasse si vous en êtes d'accord, Marc, une pause. Et ça permet d'enclencher aussi sur précisément la proportionnelle et peut-être la perspective. Jean-Philippe Desrosiers me regarde parce que je viens de prononcer le mot proportionnel, donc maintenant. Mais c'est pas un fantasme, hein, non plus. Non. Oui, il y a une voie vraisemblablement mixte à trouver entre le majoritaire et la proportionnelle. D'ailleurs, le Sénat a ouvert la voie il y a quelques années avec un système électoral qui finalement cumule les deux et qui constitue une assemblée aujourd'hui dont on ne peut pas se séparer dans le régime parlementaire. Bon, voilà, on fait une pause de 10 minutes.